Bonjour, on se retrouve pour l'épisode 2 de cette mini-série sur le cerveau, plasticité, fragilité et rôle dans la motricité. Toujours dans le programme de SVT, terminale spécialité, thème 3, corps humain et santé. Alors on a vu dans l'épisode précédent que le cerveau était en effet responsable de nos mouvements volontaires au niveau de zones particulières qu'on appelle les aires motrices primaires situées au niveau du cortex moteur. Se pose aujourd'hui la question de savoir comment les messages nerveux qui partent justement du cerveau ou de ces zones du cerveau vont-ils pouvoir provoquer nos mouvements. Alors du coup, on avait vu dans l'épisode précédent qu'il existait donc au niveau du cortex, vous savez, cette substance grise, là, cette couche externe grise du cerveau, qui est composée de corps cellulaires, de neurones, de couches qui sont interconnectées. Donc on avait vu en fait qu'au niveau de ce cortex, il y avait des aires spécialisées dans nos mouvements volontaires ici. Ils sont représentés ici. Donc là, on a, sous la forme d'un schéma, une coupe frontale du cerveau. Donc on retrouve à peu près ce qu'on avait vu auparavant, c'est-à-dire l'hémisphère droit qui est à gauche et l'hémisphère gauche qui est à droite. Le cortex moteur qui est ici, dans cette partie-là, pour le cortex moteur gauche et là pour le cortex moteur droit. Et dans ce cortex moteur, donc la couche la plus externe, on a schématisé ici, sous forme de petits ronds, les corps cellulaires des neurones. Ces neurones ont des longs prolongements, les axones en fait, qui vont parcourir le cerveau et qui vont constituer la substance blanche de ce dernier. Alors ces messages nerveux qui partent justement du cortex moteur primaire vont ensuite circuler le long de faisceaux de neurones qui, entre guillemets, descendent dans la moelle épinière et plus précisément, dans la substance blanche de celle-ci, cette substance blanche, en réalité, est constituée des axones myélinisés, des neurones qui sont justement issus du cortex moteur. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc on a ici nos corps cellulaires des neurones qui appartiennent au cortex moteur, leurs longs prolongements qui partent de ce cortex moteur, qui passent donc par la substance blanche du cerveau, et qui ensuite descendent. Alors, ce sont les messages nerveux qui descendent en fait, donc d'où l'appellation faisceau de neurones descendants. Ces messages nerveux qui descendent ici, c'est le sens de ces flèches, vont arriver jusqu'au corps cellulaire des motoneurones, des neurones moteurs, qui eux sont situés dans la substance grise de la moelle épinière, et plus précisément dans ce que l'on appelle la corne ventrale. Ce que l'on a vu aussi également, c'est que il existait une commande contralatérale de nos mouvements volontaires, et cette origine-là, en fait, réside dans le fait que les voies motrices descendantes vont, à un moment donné, se croiser, et ce croisement va se faire au niveau du bulbe rachidien, ici. Le bulbe rachidien étant une partie qui est située à la base du cerveau, et ce croisement des voies motrices descendantes explique justement l'existence d'une commande motrice contralatérale. Alors une fois que ces messages nerveux qui partent du cortex moteur arrivent jusqu'au corps cellulaire des motoneurones, la question c'est comment ces messages en fait vont-ils déclencher un mouvement volontaire. Dans un centre nerveux, on va quand même rappeler un point essentiel des centres nerveux. Dans un centre nerveux, que ce soit au niveau du cerveau, mais également au niveau de la moelle épinière, qui sont les deux centres nerveux de l'organisme, dans un centre nerveux, un neurone reçoit toujours une diversité d'informations, tout un tas d'informations qui proviennent d'autres neurones, généralement très nombreux, et ces informations parviennent à ce neurone grâce à l'ensemble des connexions qu'il établit avec ses pairs. Donc, sur un neurone, en fait, au niveau d'un neurone, il existe toujours des milliers de connexions synaptiques. C'est ce qui illustre en fait cette image-là, qui est une image obtenue par fluorescence, où là on retrouve bien les caractéristiques d'un neurone, on a le corps cellulaire d'un neurone, on visualise ou on devine bien les très nombreux prolongements qui sont associés à ce corps cellulaire qu'on appelle les dendrites, il y a sans doute aussi peut-être un peu d'axones, mais en tout cas les dendrites. Et ce que l'on remarque aussi, c'est que la technique employée permet par des points de visualiser, de localiser, alors ces points sont en vert ou sont en rouge, de localiser, de visualiser en fait l'ensemble des connexions synaptiques qui sont établies entre ce neurone et tous les autres neurones alentours qu'on ne voit pas ici. Donc à chaque fois qu'on a un point, on a une synapse. Et on comprend bien par cette illustration-là, par cette image, qu'un neurone reçoit
de très nombreuses informations grâce aux milliers de connexions synaptiques que ce neurone établit avec d'autres neurones. Et ça, c'est une caractéristique des centres nerveux. C'est le cas, dans ce qui nous concerne ici, c'est le cas des neurones moteurs qui sont présents dans la moelle épinière. Et parmi ces synapses, ici, en fait, la technique a révélé deux types de synapses, a cherché à mettre en évidence deux types de synapses. Donc parmi ces synapses, certaines sont qualifiées de synapses excitatrices et d'autres sont qualifiées de synapses inhibitrices. Alors qu'entend-on par synapse excitatrice et synapse inhibitrice? Ben, on en a deux illustrations ici. Donc une synapse excitatrice est une synapse qui va, par son fonctionnement, permettre ou faciliter ou faire naître un nouveau message nerveux sur le neurone postsynaptique après l'arrivée d'un message nerveux sur le neurone présynaptique. Donc c'est ce qui est représenté ici. Vous avez le schéma du fonctionnement d'une synapse excitatrice. On a un neurone présynaptique, schématisé simplement ici. On a ici un message nerveux que l'on représente au niveau de l'axone de ce neurone présynaptique, ce message nerveux apparaissant sous la forme d'un train de potentiel d'action. L'arrivée de ce message nerveux à l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique va déclencher le fonctionnement de la synapse avec libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique, fixation des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs postsynaptiques, et puis cette fixation génère une réponse de l'élément postsynaptique. Ici, cette réponse, c'est la suivante, c'est qu'au niveau de l'axone du neurone postsynaptique, on voit apparaître un message nerveux formé également d'un train de potentiel d'action. Donc ici, en fait, le message nerveux du neurone présynaptique, qui arrive à l'extrémité au niveau de la synapse entre les deux neurones, permet l'apparition d'un nouveau message nerveux postsynaptique. On est donc ici en présence d'une synapse dite excitatrice, c'est-à-dire une synapse dont le fonctionnement aura tendance à faire naître un nouveau message nerveux postsynaptique. A l'inverse, vous avez ici la représentation schématique d'une synapse inhibitrice qui a un rôle ou un fonctionnement opposé, enfin un effet opposé. On retrouve les mêmes éléments structuraux, un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique, l'arrivée d'un message nerveux ici présynaptique sous la forme de train de potentiel d'action, de manière tout à fait similaire à ce qu'on avait à gauche de l'écran. Et puis en fait, cette arrivée de message nerveux sur l'élément présynaptique ne déclenche pas de message nerveux au niveau du neurone postsynaptique. Du coup, ici, on peut dire qu'on est en présence d'une synapse inhibitrice. Alors, qu'est-ce qui va caractériser ou qu'est-ce qui va distinguer ces deux types de synapses? En réalité, la nature excitatrice ou inhibitrice d'une synapse dépend du type de neurotransmetteur libéré, produit et libéré par le neurone présynaptique. Un neurone, en fait, ne produit qu'un seul type de neurotransmetteur. Si ce neurotransmetteur, lorsqu'il est libéré, et lorsque celui-ci se fixe sur les récepteurs postsynaptiques, permet l'apparition d'un nouveau message nerveux au niveau du neurone postsynaptique, alors on est en présence d'un neurotransmetteur excitateur et donc d'une synapse excitatrice. A contrario, si le neurotransmetteur, lorsqu'il est libéré par le neurone présynaptique et lorsque celui-ci se fixe sur ses récepteurs postsynaptiques, n'engendre pas de message nerveux postsynaptique, alors on est en présence d'un neurotransmetteur inhibiteur et donc d'une synapse inhibitrice. Alors pour vous donner quelques exemples de neurotransmetteurs de la sorte, l'acétylcholine par exemple est un neurotransmetteur excitateur, tandis que le GABA, GABA, est un neurotransmetteur inhibiteur. Du coup, lorsqu'un motoneurone reçoit des informations diverses et variées émanant de plusieurs neurones grâce aux milliers de connexions synaptiques, il reçoit en réalité une somme d'informations qui vont soit se renforcer, soit s'opposer dans la mesure où, parmi toutes les connexions synaptiques, certaines sont inhibitrices et d'autres sont excitatrices. La question est, quelle réponse le motoneurone permet-il de produire lorsqu'il reçoit parfois des informations qui peuvent être contradictoires? La réponse que ce motoneurone produit, en fait, résulte d'un phénomène qu'on appelle un phénomène de sommation, c'est-à-dire que ce corps cellulaire du motoneurone va effectuer ce qu'on appelle la somme algébrique, entre guillemets, une somme algébrique des informations reçues, soit de la part de différents neurones en même temps, soit de la part d'un même neurone sur un laps de temps très 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 court. Et du coup, si le résultat de cette sommation au final, est une excitation suffisante du neurone postsynaptique, alors
ce neurone postsynaptique émet un nouveau message nerveux. On parle ici en fait de propriétés d'intégration du motoneurone, du corps cellulaire du motoneurone. Et justement, par cette propriété-là, par ces propriétés intégratrices, le motoneurone va donc envoyer un message nerveux unique à destination d'une seule cellule musculaire qui, elle, en revanche, n'a aucune propriété intégratrice. Alors, il existe deux types de sommation effectuées par les corps cellulaires. Il y a ce qu'on appelle la sommation temporelle. C'est celle qui est représentée ici à gauche. Est représenté et schématisé ici le corps cellulaire d'un neurone, d'un motoneurone, en lien avec une synapse, représentée volontairement comme étant une synapse excitatrice, symbolisée par ce plus ici, et on voit arriver ici, on représente ici l'arrivée de messages nerveux successifs au niveau de l'extrémité du neurone présynaptique. L'arrivée de ces messages nerveux déclenche l'exocytose d'un neurotransmetteur, la libération d'un neurotransmetteur dans la fente synaptique, la fixation de ces neurotransmetteurs au niveau des récepteurs, ici, de la membrane de l'élément postsynaptique. Ceux-ci ne sont pas représentés. Et on a schématisé ici l'apparition d'un message nerveux moteur unique, sous la forme de trains de potentiel d'action. Lorsqu'un neurone, lorsqu'un motoneurone effectue la sommation de messages nerveux successifs qui viennent d'un même neurone présynaptique dans un laps de temps très très court, on parle de sommation temporelle. C'est-à-dire que ce motoneurone, en fait, fait l'addition, fait la somme, en fait, algébrique, des messages nerveux qui arrivent sur un temps très court, d'où sommation temporelle. Ça, c'est un premier mode de sommation. Il existe un deuxième mode de sommation. Il est représenté ici à droite, en bas à droite. C'est la sommation spatiale. La sommation spatiale se distingue de la précédente par deux points. Premièrement, en fait, c'est que, alors on va retrouver les mêmes éléments structuraux là aussi, hein, un motoneurone schématisé en bleu, avec un message nerveux moteur unique qui part au niveau de l'axone. Cette sommation spatiale donc, se distingue de la précédente par deux points. Premièrement, c'est que cette sommation se fait au niveau du corps cellulaire du motoneurone par l'addition, par la sommation de messages nerveux qui proviennent de, non pas d'un seul neurone, mais de plusieurs neurones. Et ici sont représentés ici les extrémités de ces neurones présynaptiques, deux synapses, deux extrémités excitatrices, deux synapses excitatrices et une synapse inhibitrice. Deuxième point, c'est que cette sommation de ces messages nerveux issus de synapses excitatrices et inhibitrices se fait au même moment, c'est-à-dire à l'instant T. Donc on n'est non pas sur une sommation temporelle, puisqu'on n'est pas sur un laps de temps très court, mais on est sur une sommation, je dirais instantanée, spatiale, parce que l'information provient de différents endroits, de différents neurones, au même moment sur le corps cellulaire du motoneurone. Et donc, on va appeler intégration nerveuse cette propriété fondamentale des corps cellulaires des motoneurones à pouvoir élaborer un message nerveux moteur unique à partir d'informations diverses qu'ils ont reçues. Du coup, pour clore cet épisode, on retiendra deux points. On retiendra que les messages nerveux qui sont issus du cortex moteur vont parvenir d'une part jusqu'au motoneurone de la moelle épinière par des voies nerveuses descendantes. Et on va retenir également, dans un second temps, que ces messages nerveux donc, qui proviennent du cortex moteur vont déclencher une réponse motrice, mais seulement après leur intégration par des phénomènes de sommation qui ont lieu au niveau des corps cellulaires des motoneurones. Et bien voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode. À bientôt.